Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? Non, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai suivi Avatar 2. Ah, tu as téléchargé ça. Mon cher. Je peux pas porter atteinte à l'intelligence humaine en téléchargeant des films. Non, là, sur ce coup-là, la fin justifie les moyens. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Sur ce coup-là, la fin justifie les moyens. J'ai suivi Avatar 2. La fin ne justifie pas. C'est 3 heures de pur divertissement. Il faut respecter le travail des... En tout cas, c'est 3 heures de pur divertissement. Vraiment, la recette est simple. Il n'y a pas une histoire d'amour. Non, cette fois-ci, puisqu'il y avait l'histoire d'amour dans le 1, là maintenant, c'est plus l'amour entre les deux acteurs principaux. Bon, je vais pas aussi spoiler, mais là maintenant on parle de la famille. Donc c'est une autre valeur. On parle de la famille, la nécessité de protéger sa famille. Et puis on reste toujours sur la même planète, certes, mais dans une autre partie, voilà, dans l'eau. Maintenant, là, on visite les peuples insulaires et puis on découvre encore une autre partie de la planète Pandora. Moi, je trouve que c'est 3 heures. C'est 3 heures de pur divertissement. C'est vraiment 3 heures, tu regrettes pas, quoi. Voilà, c'est bon, c'est intéressant. Vas-y, continue dans ta lancée. N'est-ce pas? Oui, moi, je ne pourrais pas télécharger. Soit je vais l'acheter. Soit je l'achète en Blu-ray 4K ou bien je vais le suivre au cinéma. Mon cher. Bon, dans le monde. Toi aussi, tu as encore la patience d'attendre. Bon, mais nous, là, en général, dès qu'on j'achète les films. Oui, je sais. Ça veut donc dire que je les suis et les reçus et les reçus et les reçus. Oui, moi aussi. Tu vois. Mais d'une autre manière. Bon, voilà, donc il y a des choses sur lesquelles tu fais beaucoup plus attention. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, parfaitement. C'est important. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'accord, sur la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est quelque chose d'extrêmement important. Comme je ne cesse de le dire, nous sommes témoins en fait d'une recomposition géopolitique du monde. Et justement, l'une des zones à travers la planète où il y a le plus de tensions, c'est justement la zone du Moyen-Orient. Alors, cette zone-là est particulièrement tendue en raison de rivalités géopolitiques entre différents acteurs, notamment entre 3 acteurs principaux. On pourra donc dire l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël. Alors, Israël, c'est un peu autre chose. On en reparlera plus tard. Mais il faut savoir que l'une des raisons de l'instabilité, comme je le disais, dans cette zone-là, qui est une zone vitale pour l'économie de la planète, puisque c'est là où se concentre plus de la moitié des réserves de pétrole et de gaz du monde. Or, l'économie actuelle, c'est, comme disait Charles Gave, économiste français, l'économie aujourd'hui, ce n'est que de l'énergie transformée. Donc, comme 60% plus de la moitié, 60% de l'énergie consommée par la planète provient de cette zone-là, il est donc capital pour les économies, les différentes économies du monde, de voir dans cette zone une espèce de stabilité qui pourrait permettre en fait à l'humanité tout entière de prospérer. Et on est en train de s'approcher petit à petit de cette zone de stabilité-là. Pourquoi? Parce qu'il y a depuis, je peux dire, le début des années 2000, il y a eu un ensemble de facteurs qui ont d'une part permis à ce que de nouveaux acteurs d'autres puissances puissent venir un peu s'immiscer dans cette région-là qui était la chasse gardée exclusive, l'on peut dire, des États-Unis, qui avait des relations avec l'ensemble des monarchies pétrolières du Golfe, en tête desquelles l'Arabie Saoudite et Israël, mais qui avait aussi également réussi dans le même temps, en quelque sorte, d'ostraciser l'Iran dans cette région-là, notamment à l'issue de la prise de pouvoir par les ayatollahs à la suite de la révolution iranienne. Donc, durant de longues décennies, on a pu voir si, en quelque sorte, le fait que les États-Unis, acteurs omniprésents dans la zone, qui étaient les garants de la sécurité à la fois de la monarchie saoudienne, mais aussi de la plupart des monarchies du Golfe d'une part, en leur fournissant la sécurité, mais qui aussi était le principal
contribue, le principal partenaire économique de ces pays-là, en étant celui qui était le plus grand bénéficiaire de leur pétrole parce qu'il avait un accès prioritaire ou un accès avantageux par rapport aux autres pays à ce pétrole-là d'une part, et deuxièmement parce que ces pays avaient accepté de vendre leur pétrole sur le marché international en dollars, ce qui permettait justement aux Américains d'asseoir leur domination par le biais également de cette monnaie-là, en l'occurrence le dollar. Et donc, comme je l'ai dit, depuis le début des années 2000, il va y avoir un ensemble de facteurs qui vont amener notamment l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence ici la Chine, dans cette région du Moyen-Orient. Alors le premier facteur, c'est qu'au début des années 2000, les États-Unis, les entreprises pétrolières américaines vont développer une technologie qu'on appelle la fracturation hydraulique qui va leur permettre de pouvoir exploiter le pétrole et le gaz de schiste. Et donc, cette technique-là, cette capacité nouvelle-là que les Américains vont avoir à travers l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste va permettre du jour au lendemain aux États-Unis de devenir une grande puissance pétrolière aussi. Non plus seulement une grande puissance importatrice et consommatrice de pétrole, mais aussi une grande puissance productrice de pétrole et de gaz. Et donc à partir de là, il va y avoir un changement de position de la part des autorités américaines. Ça va être amorcé véritablement avec Barack Obama à partir de 2008-2009, parce que Barack Obama estimant que les États-Unis étant devenus une puissance pétrolière, un grand producteur de pétrole et de gaz, il n'y avait donc plus de raison stratégiquement de continuer à mettre énormément d'investissements, mettre énormément de moyens pour garantir, si tu veux, l'accès au pétrole du Moyen-Orient et principalement du pétrole et du pétrole saoudien. Et donc, à partir de là, il va y avoir une espèce de retrait relatif des États-Unis. Il va certes avoir une baisse du nombre de troupes dans cette région-là, mais surtout, il va y avoir un certain nombre de gestes qui vont être interprétés comme les Saoudiens, comme le fait qu'effectivement, il y avait un espèce de recul de la part des Américains dans les engagements qu'ils avaient pris en matière de sécurité dans la région. C'est notamment lorsque, en 2019, les rebelles Houthis avaient attaqué un complexe pétrolier, le complexe pétrolier d'Abqaiq en 2019, à partir de drones et de missiles tirés depuis la région du Yémen. Il faut savoir que les rebelles Houthis sont soutenus par l'Iran et ils se battent contre le gouvernement yéménite qui est soutenu, lui, par l'Arabie Saoudite. Et donc, derrière ce conflit-là, il va y avoir donc cette attaque du complexe pétrolier d'Abqaiq et il ne va pas y avoir de réponse américaine. C'est-à-dire que les Américains ne vont pas descendre au Yémen pour essayer d'attaquer les positions des rebelles Houthis. Donc ça, véritablement, ça va être perçu notamment par les nouvelles autorités, notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman, comme le fait qu'il n'y avait plus une garantie absolue de la protection des intérêts saoudiens de la part des Américains. Donc à partir de là, il va y avoir une espèce de réflexion qui va être faite par les Saoudiens pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pouvaient essayer de non seulement garantir la sécurité de la monarchie en elle-même, mais aussi garantir la sécurité de leurs investissements dans la région, notamment dans le domaine pétrolier. Et donc, cette réflexion-là va amener donc les autorités saoudiennes à reconsidérer notamment les relations géopolitiques, donc les engagements qu'ils ont vis-à-vis des Américains. Et donc, à partir de là, et surtout aussi avec la bourde de Joe Biden, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'il était en pleine campagne en 2019 pour l'élection présidentielle, eh ben, il avait annoncé qu'il allait faire de Mohammed Ben Salman un paria, il allait faire des Saoudiens des parias pour leur faire payer la mort du journaliste Khashoggi, qui avait aussi la particularité d'avoir à la fois la nationalité américaine mais également saoudienne, qui avait été tué dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Donc, à partir de là, il va y avoir donc une tension entre les intérêts entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et donc ça va véritablement accentuer la volonté des nouvelles autorités saoudiennes de voir dans quelle mesure elles pouvaient donc garantir leurs intérêts. Puis il va y avoir les événements en Ukraine, le 24 février dernier, avec justement l'invasion de la Russie en Ukraine et puis les sanctions occidentales qui ont été imposées par les États-Unis et l'Europe en vue de
d'effondrer, de faire chuter l'économie russe qui est extrêmement dépendante notamment du pétrole, parce que la Russie aussi, c'est un gros producteur et exportateur de pétrole. Et donc tout ça, toutes ces sanctions-là vont faire que du simple fait de vouloir se passer du pétrole ou du gaz russe, ça va entraîner bien entendu une flambée des prix de cours du brut. Et donc tout ça va faire que, évidemment, les Occidentaux vont se retrouver un peu pris dans leur propre piège. Et donc, en raison de cela, Joe Biden, on va le voir, va décider de rendre une visite en Arabie Saoudite pour demander aux Saoudiens d'augmenter leur quota de production. On connaît la suite, les Saoudiens ont refusé. Et même il y a quelques jours, ils ont décidé une fois de plus de baisser encore leur quota de production. Et donc tout ça fait que, évidemment, on voit là que les Saoudiens ont véritablement décidé en quelque sorte de s'émanciper de la tutelle ou, si tu veux, de l'influence américaine et à rechercher d'autres partenaires en capacité, d'autres puissances en capacité à la fois de garantir la sécurité de leur investissement et aussi de leur permettre en quelque sorte de gagner aussi en termes d'influence et de pouvoir faire du business aussi dans d'autres régions. Et donc pour cela, les Saoudiens ont compris que pour pouvoir mettre en place tous ces projets ambitieux, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, Mohamed Ben Salman avait décliné il y a quelques mois son projet pour l'Arabie Saoudite en 2030 avec la mise en œuvre d'investissements colossaux. Et donc la mise en œuvre de ces investissements-là requiert qu'il faudrait que durant cette période, l'Arabie Saoudite soit dans une phase de stabilité à la fois géopolitique que économique. Et donc la stabilité géopolitique passe également donc par un rapprochement du voisin qui est aussi l'ennemi héréditaire qui est l'Iran. Et donc, on l'a appris qu'en réalité, donc, depuis 2 ans, d'abord sous les auspices du voisin irakien, de l'Irak, des pourparlers secrets avaient été engagés entre les Saoudiens et les Iraniens. Ces pourparlers avaient continué en Oman et on a découvert par la suite que derrière, il y avait la Chine qui avait joué les médiateurs. Et donc, le 10 mars dernier, l'Arabie Saoudite et l'Iran, en présence de la Chine, ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques après que celle-ci avait été rompue en janvier 2016 à la suite de l'exécution d'un célèbre chef religieux chiite qui s'appelait Nimr al-Nimr, ainsi que 46 autres personnalités dont la plupart étaient iraniennes et résidaient en Arabie Saoudite. Et donc cette exécution avait provoqué des protestations en Iran où des manifestations avaient pris d'assaut notamment l'ambassade saoudienne à Téhéran ainsi que le consulat de Mashhad. Et donc à la suite de ces attaques-là, l'Arabie Saoudite avait accusé l'Iran donc de ne pas protéger ses missions diplomatiques et avait donc décidé de rompre ses relations diplomatiques suite à ces attaques-là. Et donc depuis, les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran étaient tendues, notamment en raison de leur rôle respectif en Syrie et au Yémen, où évidemment les Saoudiens soutiennent les rebelles contre le pouvoir de Bachar el-Assad et au Yémen, l'Arabie Saoudite est à la tête d'une coalition militaire qui mène la guerre contre les rebelles Houthis qui sont eux soutenus par le régime iranien. Et donc derrière, à la fois, il faut savoir que derrière ces rivalités géopolitiques, il y a aussi des rivalités religieuses parce que l'Arabie Saoudite est la terre par excellence de l'Iran, de l'islam sunnite et qui est l'islam majoritaire dans le monde musulman. Et on a de l'autre côté, on a l'Iran qui est le fer de lance de l'islam chiite, qui est la branche majoritaire de l'islam dans l'islam à travers le monde. Et donc, à la fois pour des questions religieuses, pour des questions politiques, pour des questions économiques aussi, parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite se disputent cette hégémonie dans la région-là. Et donc, il était difficile pour ces deux pays-là de pouvoir nouer les relations diplomatiques. Mais là où c'est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la raison pour laquelle la Chine s'est immiscée dans cette affaire. Eh bien, il faut savoir que depuis les années 70, la Chine a toujours cherché à avoir un pied dans le Moyen-Orient, mais elle avait toujours eu une posture relativement prudente, s'alignant un peu sur la position de l'Union soviétique à l'époque, parce que les soviétiques ne voulaient pas se mêler, ne voulaient pas interagir dans cette région-là, dont elle ne comprenait pas véritablement
Elle ne comprenait pas le fonctionnement. Et donc, la Chine était un peu alignée sur cette position soviétique-là. Sauf que après, avec les événements, comme je vous l'ai dit au début des années 2000, et le recul relatif des États-Unis dans la région, et donc la Chine a donc décidé d'y mettre pied. Pourquoi? Parce qu'elle a d'importants investissements. Il faut savoir que la Chine, c'est le plus gros importateur de pétrole brut au monde actuellement, après que les États-Unis soient devenus, eux, des gros producteurs de pétrole et de gaz. Et donc, c'est la Chine qui est devenue un gros importateur de brut. Et donc, comme toute puissance économique, elle a cherché donc à protéger ses investissements, à protéger ses approvisionnements, notamment dans la région du Moyen-Orient, où se trouve plus de la moitié de la production mondiale de pétrole. Et donc, c'est tout à fait normalement qu'elle a donc décidé petit à petit de nouer les liens, de tisser des relations en passant par ce qu'elle sait faire le mieux, le business. Donc, elle a mis en place d'énormes investissements pétroliers, notamment en Arabie Saoudite et en Iran. Il faut savoir que la Chine est actuellement le premier importateur de pétrole saoudien et iranien. Et donc, c'est la preuve qu'elle parle avec les deux régimes. Elle a donc de très bonnes relations, aussi bien avec Téhéran qu'avec Riyad. Et donc, fort de cette nouvelle position-là et fort de sa volonté de sécuriser ses investissements, elle a donc décidé aussi, en constatant le recul des Américains, de prendre pied et de directement commencer à amener ces deux acteurs-là à discuter. Et d'autant plus que derrière, il y a aussi la volonté de la Chine aussi de dédollariser ses investissements, parce qu'il faut savoir que le pétrole qu'il achetait à l'époque dans cette région, il achetait en dollars. Or, on sait qu'il y a une guerre économique entre les États-Unis et la Chine, et donc la Chine est en train de vouloir dédollariser ses investissements pétroliers, et donc, étant donné qu'elle est le principal acheteur de pétrole en Arabie Saoudite et en Iran, et derrière, il y a aussi un autre jeu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce qu'il faut savoir que l'Iran, du fait de la flambée des prix du pétrole, le pétrole saoudien majoritairement est dirigé vers l'exportation, parce que le baril tourne aux alentours de 70-80 $. Et donc, ce pétrole de baril brut-là, saoudien, est destiné à l'exportation. Et donc, pour pouvoir répondre à sa demande intérieure, parce qu'il y a de gros investissements qui demandent une grosse consommation en matière de pétrole, l'Arabie Saoudite se tourne vers d'autres pays vers lesquels elle achète le pétrole pour sa consommation intérieure. Et là, on voit le rôle de la Russie et de l'Iran, parce que l'Arabie Saoudite va, à travers ses relations diplomatiques et aussi la reprise des relations économiques entre les deux pays, va être un gros acheteur de pétrole iranien, parce que Téhéran a véritablement besoin de débouchés du fait des sanctions dont elle fait l'objet de la part des États-Unis. Elle a du mal à trouver des acheteurs de son pétrole en raison des sanctions qui pèsent sur le dollar. Et donc, elle est obligée soit de vendre à rabais, soit d'essayer de contourner les sanctions. Mais pour cela, évidemment, elle vend à des prix très très bas. Et donc, trouver en Arabie Saoudite aussi un débouché pour son pétrole, c'est quelque chose dont elle a énormément besoin, étant donné les ressources très limitées dont elle dispose. Et pour pouvoir faire l'achat de pétrole entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sans passer par le dollar, eh ben, on passe par le yuan. Et donc, tu vois que là aussi, la Chine aura un rôle très important. Et donc, du fait que par ces transactions-là, le yuan, la monnaie chinoise, puisse servir de monnaie d'échange entre l'Arabie Saoudite et de l'Iran, montre une fois de plus une percée de la Chine, notamment dans cette région-là, mais aussi dans le fait des échanges économiques en mettant de côté la monnaie américaine qui est le dollar. Donc pour la Chine, il y a toutes ces raisons-là qui font que, premièrement, il faut stabiliser ses investissements. Deuxièmement, il faut aussi stabiliser ses approvisionnements, et pour cela, il faut stabiliser la région. Et pour les Saoudiens, c'est tout bénef, parce que ça leur permet aussi de stabiliser la région, de faire baisser la tension, notamment avec l'Iran, avec l'espoir que ça va aussi avoir des effets sur d'autres théâtres, la Syrie, le Yémen, même aller jusqu'au Liban. Et donc tout ça fait que pour la première fois, on voit que la région du Moyen-Orient commence à se stabiliser, et ce, sans aucune intervention américaine. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très important à comprendre dans la remodélisation actuelle de cette partie du monde-là. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés, on fait un tour en musique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.